Donc bon, on a abordé pas mal de points déjà, on a surtout Mmh. parlé de toi. Si tu veux bien, on va parler de l'obésité maintenant. Ouais. Si tu devais définir l'obésité, qu'est-ce que tu dirais? L'obésité, c'est un dérèglement du corps qui souffre. Le cerveau, va décompenser sa souffrance en minimisant le corps et donc le corps compense Mmh. et effectivement ça fait prendre du poids. Maintenant la deuxième question, c'est à quel moment on est obèse? Ça, c'est ce qui est le plus difficile parce que je trouve que c'est assez culpabilisant. Ouais. Parce que déjà, lorsqu'on est en situation d'obésité, c'est que déjà, on n'a pas vu quelque chose qui s'est passé avant. On a obstrué certaines informations sur soi-même. Et c'est hyper culpabilisant de se dire: «Waouh, je suis en situation d'obésité». Parce que c'est une maladie, l'obésité. C'est une maladie chronique qui a plein d'impacts. Elle a 10 impacts et des impacts très grands. Un des impacts, c'est 13 cancers. Donc, c'est des maladies cardiovasculaires, c'est de l'apnée du sommeil, des problèmes de continence. C'est de la dépression aussi. C'est aussi des mouvements qu'on n'arrive plus à faire. C'est de la fatigue chronique. Donc, le fait de se dire je suis en obésité, c'est accepter un état où on se dit notre corps souffre. Mmh. Et il faut que j'en prenne soin. Alors qu'en fait, au final, on n'a pas tellement envie de prendre soin de nous. Nous, ce qu'on veut, c'est s'amuser, se faire plaisir, vivre ce qu'il y a à vivre. C'est normal. On se dit, on n'a qu'une vie, alors c'est pas grave. Le corps, il va suivre. L'obésité commence réellement à 17 kilos de plus que sa taille lorsque on a du ventre, Mmh. pas lorsqu'on a des plaques d'abdos. Mmh. Si on a un ventre plat, effectivement, c'est de la musculature, c'est du poids de muscles et c'est complètement différent que la situation d'obésité. La situation d'obésité, on a des hanches, on a des fesses et on a du ventre. Mmh. C'est ça la différence. Est-ce que c'est le même chiffre pour les hommes et les femmes? Oui, à peu près pareil. C'est toujours 17 kilos de plus que sa taille à partir encore du moment où c'est du gras et pas du muscle. Mmh. Ça, c'est important parce que j'ai des amis qui sont très musclés, qui sont des grands sportifs. Ils me disent, mais moi, j'ai du muscle en fait. Ouais. J'ai plaques d'abdos, j'ai des rugbyman. Mmh. Et ils font souvent leurs 95 kilos pour des fois 1,70 m et ils sont bien loin d'être en situation d'obésité. C'est des grands sportifs. Donc, faut pas tout confondre. Après, je pense que la majorité des gens, si tu fais 17 kilos de plus que ta taille, c'est en général que tu es pas loin de la situation d'obésité parce que c'est rare d'être musclé au point que Ah, mais alors, tu fasses 17 détrompe-toi. kilos de plus, tu vois? Alors, franchement, Alors, il y a détrompe-toi. pas mal de gens musclés, tant mieux. Parce que beaucoup de Ouais. gens pensent qu'ils ne sont pas en obésité lorsqu'ils sont à 90 kilos, 86 kilos. Et j'ai des personnes qui ont 1,60 m. Ouais. Donc, à partir de 77 kilos, elles sont en situation d'obésité parce qu'elles ont ce volume de gras autour d'elles. Mais elles me disent qu'elles sont en surpoids. Et alors que leur Oui, ça. situation montre qu'elles sont en situation d'obésité. Et puis, il y a aussi le diabète. L'obésité, c'est aussi du diabète. Mmh. Le diabète, c'est le foie qui se dérègle et une fois que ça s'est enclenché, ça devient un peu plus problématique. Et ça cause quoi comme problème, par exemple? C'est la glycémie, c'est de la fatigue, c'est oui, c'est la glycémie qui descend, c'est faire attention à son alimentation constamment. L'obésité fait perdre entre 20 et 35 ans de vie quand même. Enfin, c'est incroyable. Mais cette maladie, c'est considéré comme une maladie chronique par l'OMS qui fait 350 morts à l'heure. 350 morts à l'heure dans le monde. Ouais, ça tue plus que la malnutrition, j'imagine. La C'est sous-nutrition. la deuxième cause de mortalité dans le monde. Derrière. Incroyable. Ouais. C'est incroyable. Donc, quand on regarde au final, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait prendre en compte, mais pas dans le sens où, du coup, on va se restreindre, on va se faire du mal. Pas du tout. Alors ça, c'est l'erreur la plus grande. D'ailleurs, c'est celle que j'ai fait pendant 20 ans, hein, c'est celle-là. Mais c'est vraiment celle qu'il faut vraiment pas faire, c'est se faire du mal. Au contraire. C'est comme quand on va à un marathon, on doit faire 40 km, on ne fait pas les 10 premiers kilomètres à fond, en fait. On y va tranquillement. Mmh. On prend son temps, on prend ses marques, on prend son rythme. Et puis, en fait, au final, pour durer ces 40 km, on prend un certain rythme et à la fin,
On peut se donner un petit peu plus parce qu'on a envie que notre corps soit joli. Peut-être qu'on a envie Moi, j'ai des personnes qui, en fait, après leur amincissement en situation de stabilisation, me disent, j'ai pris des cours parce que j'ai envie d'avoir des formes plus musclées, plus... Eh ben, elles ont raison. Enfin, elles font ce qu'elles veulent, c'est leur corps. Mais à partir de 17 kilos de plus que sa taille, là, on est en danger, en fait. On est vraiment en danger, ça devient une maladie chronique. Et c'est ça, en fait, qu'il faut prendre en compte et qui est le plus difficile. Est-ce qu'il existe différents stades ou différents grades d'obésité? Oui, en plus, on réagit différemment suivant, en fait, les stades. Donc, il y a l'obésité, il y a l'obésité sévère et l'obésité morbide. Alors, comment on les calcule? Moi, je me suis fait un petit calcul parce que j'ai regardé les chiffres d'IMC et je trouvais qu'en IMC, c'était pas spécialement évident à comprendre parce qu'en fait, l'IMC, c'est une mesure qui est un peu bizarre. En fait, l'IMC, c'est notre corps compressé sur 1 mètre carré. C'est-à-dire que c'est comme si on nous aplatissait sur 1 mètre carré et on calcule la hauteur en centimètres. Donc, c'est-à-dire que où tu fais 20 cm, 30 cm, 40 cm. C'est pas évident à comprendre quand on se met en plusieurs morceaux. Du coup, j'ai fait un petit peu différemment parce que ça revient presque au même, mais je trouvais que c'était plus simple. Donc, l'obésité, on va dire première catégorie, c'est à partir de 17 kilos de plus que sa taille. Et encore une fois, je le redis, avec une enveloppe corporelle de gras importante. La deuxième, c'est 30 kilos de plus que sa taille. Et là, ça devient de l'obésité sévère. Et la dernière, et à ce moment-là, c'est vrai que c'est encore plus difficile, mais par contre, on peut mincir beaucoup plus vite, malgré ce qu'on peut croire. C'est celle où on mincit le plus vite, c'est l'obésité morbide. On appelle ça comme ça, c'est pas un très joli mot, et c'est 40 kilos de plus que sa taille. Donc, si on fait 1m60 et qu'on fait 100 kilos, notre corps est en situation d'obésité morbide. Et là, vraiment, il peut y avoir de gros problèmes de santé. Et au final, ces personnes-là, et je l'ai été, enfin, je le comprends tout à fait, mais c'est tellement important, j'y arriverai pas. Mais si on prend du plaisir dans les choses, et si au final on se dit, je vais me prendre du plaisir, je vais pouvoir être gourmande, je vais pouvoir manger, mais comprendre ce qui m'arrive et en prendre conscience. C'est comme ça en fait que j'ai changé les choses. J'ai amené de la douceur et du plaisir dans quelque chose qui au début devait être sévère, dur. Ça sert à rien. Et au final, c'est comme ça qu'on garde son amincissement. Si je ne reprends plus de poids, c'est parce que justement, j'ai été dans cette bienveillance. Et c'est ça qui fait toute la différence. Pourquoi c'est plus simple de mincir, de perdre du poids quand on est en situation d'obésité morbide? Parce qu'en fait, le corps est en état d'urgence. Vraiment. Le corps souffre. Il faut savoir que porter 40 kilos tout le temps, H24, c'est être un grand sportif. C'est être un level de physique. Franchement, on peut être fier de soi parce qu'il n'y a pas beaucoup de grands sportifs qui portent 40 kilos pour toute la journée H24. Franchement, souvent, on minimise leur impact, mais en fait, ce sont des grands sportifs. Et au final, le corps, il est épuisé. Le cœur est épuisé. En fait, le cœur qui est une pompe, le sang, il doit aller partout. Donc, pour lui, c'est un effort incommensurable. Donc, quand on commence à, au final, s'en occuper, à en prendre conscience, à bien le comprendre, le corps, il n'a qu'une envie, c'est de perdre toute cette masse qui l'épuise. Donc quand la souffrance devient trop grande, c'est limite plus simple d'avoir le déclic. Alors, bizarrement, psychologiquement, on n'a pas le déclic. On l'a physiquement. Ça veut dire qu'il y a une chose qui est complètement différente, c'est ce que pense le cerveau et ce que veut le corps. Alors là, on a une dissociation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les chirurgies bariatriques peuvent aider dans certains cas. Malheureusement, sur les chirurgies bariatriques, il y a 43% à ce jour de reprise de poids. Donc, c'est une solution possible qui a aidé beaucoup de monde, mais il y a certaines personnes chez qui, en fait, ce n'est pas suffisant parce qu'on n'a pas guéri notre côté psychologique. Et effectivement, si là, on n'est pas dans le bien-être de soi, si on n'est pas dans la bienveillance de soi, il n'y a aucune raison que le corps, il se dise, ça y est, je suis délivré. Mais non, il faut vraiment en prendre conscience et se poser les bonnes questions avant même de penser
qu'on doit se priver. Parce que beaucoup me disent, oh, mais je vais me priver. Mais non, non, c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'être bien avec soi. L'important, c'est d'arriver à se coucouner. Et souvent, ils me disent, mais je peux pas me faire ça, je m'autorise pas. Et le pardon, le pardon. Le pardon est une des choses les plus difficiles lorsqu'on doit mincir. Souvent, on se pardonne pas. On est méchant avec soi. Et des fois, je dis, mais essaye. Combien de fois les gens se disent, ah, mais t'es nul quand tu oublies un truc. Ah, mais t'as fait tomber quelque chose. Ah, mais n'importe quoi. Oh, mais non, mais l'erreur est humaine, en fait. On apprend de ses erreurs. Bah oui, cette fois-ci, t'as peut-être pas fait des choses comme t'aurais voulu. C'est pas grave. Tu apprends. Et on avance. Et dans le cas de l'obésité, ça peut être quoi, par exemple, le pardon Alors, souvent, les personnes en situation d'obésité ont vécu des grandes souffrances. Ça a été prouvé. Les chercheurs ont dit que 98% des personnes en situation d'obésité, donc pas tous bien sûr, mais beaucoup avaient vécu des traumatismes. Et alors, bizarrement, lorsqu'on est traumatisé par quelqu'un, en général, ou par une situation, on s'en veut à soi-même. On s'en veut parce qu'on aurait dû réagir autrement. On aurait dû faire différemment. Mais en fait, on n'a pas pu, soit souvent parce qu'on est enfant et qu'on n'a pas la même conscience que quand on est adulte. Que certaines fois, on a été adulte, mais la situation était tellement compliquée qu'on n'a pas eu ce recul réellement. Puis on a eu des peurs. Et il y a des gens qui ont tellement peur de vivre certaines choses qui subissent d'autres choses et qu'ils ne devraient pas. Et se pardonner, souvent, beaucoup me disent non, je ne peux pas. Par contre, ils sont prêts à se faire du mal, à se priver, et manger beaucoup, parce qu'il faut savoir que j'ai été boulimique et j'ai été asphasique. La différence entre boulimique et asphasique, c'est se faire vomir. Asphasique, c'est on mange beaucoup, mais on ne se fait pas vomir. Boulimique, on mange beaucoup et on se fait vomir. Sauf que ça détruit notre estomac, ça détruit notre œsophage et ça peut faire de graves maladies. Donc, c'est pas une bonne idée. Se faire vomir est vraiment pas une bonne idée. J'ai vécu les deux. Dans les deux cas, j'ai bien sûr vu que ça n'allait pas. Je pouvais avoir des vertiges, je pouvais avoir une mauvaise haleine, avoir aussi des changements d'humeur, très colérique. Et puis, pour moi, c'était pas moi le problème, en fait. C'est obligatoirement les autres. Parce que j'essayais juste de paraître, mais pas, en fait, d'être bien avec moi. Et c'est vrai que dans mon investissement, ce qui a fait que ça a fonctionné aussi, c'est le fait que je prenne conscience que j'ai été victime. On n'a pas besoin d'avoir deux sanctions. Double peine. La double peine. Non, ça va. Ça y est, on l'a vécu. Est-ce qu'on est obligé de se refaire du mal par-dessus? Ça suffit. On va se pardonner. Ok. Mais à quel moment, toi, tu t'es posé la question du pardon, justement? Moi, j'ai commencé, je pense vraiment à vivre et à comprendre ce que j'avais vécu. J'avais 24 ans. Tout le reste, c'est du bullshit de ma vie. Ma vie a commencé, même mal commencé déjà dans le ventre de ma mère. J'ai perdu ma sœur jumelle. Donc, j'ai eu des abandons tout le long de ma vie et plein de difficultés. Et au final, c'est vers 24 ans où j'ai commencé à respirer. Mais l'obésité avait commencé bien avant. Donc, en suivant, j'ai essayé de m'accrocher mais je n'avais pas réellement... Puis, les études à l'époque n'étaient pas au niveau où elles sont aujourd'hui, donc on n'avait pas la même conscience de ce qui se passait sur le corps. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais effectivement, c'est quand, en fait, quand j'ai perdu ce poids après la liposuction et que j'ai tout repris, je me suis dit, mais il y a un problème, en fait. Et c'est là où je me suis dit, mais il y a une seule chose que je ne connais pas, c'est mon corps. Je ne me connais pas. Je ne connais pas mon cerveau. Je ne connais pas mon fonctionnement réel et complet. Je n'ai fait que écouter les autres. Et c'est pour ça que j'ai inventé la neurostratégie. Parce que la neurostratégie, c'était en fait, au final, arriver à me dire comment mon cerveau et mon corps peuvent se réconcilier. Où est-ce qu'à un moment donné, ça passe plus? Qu'est-ce qui fait que ça ne passe plus? Justement, on va parler de la neurostratégie, si tu veux bien. Après, on reviendra aussi sur l'obésité. Mais vu que tu fais la transition, à quel point la neurostratégie est liée à l'émotionnel? Ah là là, c'est tout. C'est vraiment, en fait, vraiment la neurostratégie, c'est la vision de soi à 360 degrés.
C'est comme si, en fait, au lieu d'être sur Terre, on était en dehors de la Terre et qu'on l'observait, mais qu'on vivait aussi avec. C'est vraiment, il n'y a pas de frontières, c'est un tout. Et la neurostratégie, je l'ai inventée pour effectivement qu'on arrive à comprendre notre tout ce que l'on est, comment on fonctionne, comment on va de l'avant, comment on se freine, comment on a des résistances. Et effectivement, tu as tout à fait raison, c'est de l'émotionnel, c'est de la compréhension du corps, c'est de la compréhension neuronale, c'est la compréhension de sa conscience, de son subconscient, de ses hormones, de tout ce qui fait qu'en fait, on interagit avec soi sans être vraiment conscient de ce qui se passe. Si j'ai une amie qui a peur de mincir, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, d'abord, je lui dirais que je la comprends. Parce que c'est pas mincir qui lui fait peur, c'est le chemin pour mincir qui lui fait peur. Et ça, c'est tout à fait normal. On a toujours peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Quand on maîtrise les choses, au final, c'est assez facile. On les maîtrise, on sait où on va. Les pilotes d'avion, quand on les voit voler comme ça, on se dit « Ouh, je pourrais pas faire ça », mais une fois qu'on maîtrise le vaisseau, eh ben, en fait, mincir, c'est pareil. C'est réapprendre à conduire son vaisseau. Donc, l'idée déjà, c'est de se respirer, de se dire on a le temps, on va avancer pas à pas. Oui, bien sûr, on commence, c'est comme à l'école quand on passe le permis de conduire, on commence d'abord par réapprendre comment fonctionne le corps, qu'est-ce qui fait que je peux avoir telle émotion à tel moment, pourquoi, quel impact ça a sur mon corps, pourquoi j'ai tendance à fonctionner comme ça, pourquoi mon corps peut prendre du poids à certains moments et pas à d'autres, est-ce que c'est du gras ou est-ce que c'est de l'eau, est-ce que c'est hormonal ou pas, et c'est tout ça qu'on apprend. Une fois qu'on le sait, en fait, on est dans son environnement et on va essayer des petites choses faciles. Et on va en faire une. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Au début, on lui tient la main. On est à côté de lui, puis après, il marche. On trouve ça toujours mignon, les enfants. Mais si on prend ça pour nous et pour l'apprentissage de notre corps, en fait, ça revient au même. On y va tout doucement. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, notre cerveau, il va aller vite. Parce que maintenant, les mails, on les reçoit dans la seconde. Si on doit attendre 30 secondes pour un mail, on s'énerve. On considère que notre corps est pareil, sauf que notre corps n'est pas une machine. Le corps, par exemple, pour digérer, met 8 heures. Il met 3-4 jours à prendre du poids. La régulation du poids se fait sur les 10 jours. Donc, on se trompe en pensant que c'est de la veille au lendemain. Non, quand on a pris du poids demain, c'est que c'était il y a 10 jours. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 jours? Qu'est-ce qu'on a fait? Et on a tellement l'habitude d'être dans le vite, dans le rapide, qu'on pense que notre corps est pareil. Notre corps n'est pas une machine. Et comment alors combattre la peur ou contrecarrer la peur? Parce que j'imagine que c'est un mécanisme émotionnel assez puissant, malheureusement. Au final, plus on a de clarté, plus on a de la bienveillance, et moins il y a peur. C'est la maîtrise du sujet, c'est la maîtrise de soi, et c'est surtout la bienveillance. Parce que si on part avec l'idée qu'on va se faire mal, obligatoirement, on ne peut pas faire les choses. Donc, si on part au contraire avec l'idée de « Ok, j'y vais à mon rythme, j'apprends à me connaître », et au final, ça se passe bien. Donc déjà, c'est ça. Être cool avec ça. Donc une personne qui a peur de mincir, tu lui conseillerais d'être cool avec soi pour commencer. Exactement. D'être cool avec soi, de se comprendre, de savoir ses pourquoi, d'avoir de la clarté, pourquoi elle veut mincir, pourquoi c'est important pour elle. Et une fois qu'elle a ses choix, parce qu'il y a aussi une chose, et c'est important quand même de le dire, c'est qu'il y a une différence entre c'est important pour les autres et c'est important pour moi. Si on s'imaginait que le corps était un être autonome, d'accord? C'est-à-dire les organes dans le ventre, c'est un être autonome. Et qu'on lui disait, toi, de toute façon, tu vas m'écouter, tu vas faire ce que je te dis. Est-ce qu'en général, on a envie de le faire? Tu as envie, toi? Non, en général, non. Par contre, si tu lui dis, écoute, copain, on se connaît pas, on se connaît depuis des années, mais il y a eu des frictions entre nous, mais là, maintenant, j'ai envie qu'on fasse un effort de communication, toi et moi. Et j'aimerais bien qu'en fait, on se parle un peu mieux, que tu m'expliques comment tu fonctionnes, qu'il y a moins de résistance. Au final, on est beaucoup plus cool. C'est ça, être cool avec ça, en fait. C'est prendre le temps de dire comment tu fonctionnes, de quoi tu as besoin, de quoi tu as envie.
Pour revenir à l'obésité, ce dont j'aimerais bien parler, c'est des exemples concrets du quotidien Mhm. dont on ne se rend pas forcément compte. Tu vois, moi, je ne suis pas en situation d'obésité et je ne me rends pas compte, en fait, quels sont les impacts, on va dire, ouais, de l'obésité au quotidien sur le corps. Une des choses, c'est s'asseoir dans une chaise avec des accoudoirs. Hmm. Tu passes pas. Par exemple, dans l'avion, fermer la ceinture, Mm. ça aussi c'était compliqué. Il fallait que je demande une allonge à l'hôtesse de l'air. Dans le bus, on pouvait pas s'asseoir à côté de moi. Passer entre deux voitures, c'était pas possible, il fallait que je fasse faux tour. Tu as mal au genou. Euh, des fuites urinaires. Enfin, un truc que je ne supportais pas, c'est qu'en été, quand on met des robes, moi je ne pouvais pas mettre de robe. Il fallait que je mette des fuseaux parce que le frottement de mes jambes me faisait des brûlures, vraiment, mais incroyables. Donc, il faut savoir qu'une personne qui est en situation d'obésité a du mal à faire ses chaussures. C'est lacets de chaussures, par exemple. C'est vraiment au quotidien. Très, très dur. Ouais, donc à la fois sur le corps, à la fois au quotidien. On sue beaucoup plus, on a chaud beaucoup plus. C'est vraiment très, très dur à vivre. Mais c'est vraiment... Quelquefois, moi, je me disais, mais pourquoi je me punis ? Pourquoi ce corps me punit ? Ça en devenait presque une dissociation de ce corps et moi. Et c'est ce corps. Et en fait, la dissociation, il faut qu'elle s'arrête. Et c'est là où on se réconcilie. Et si on prend l'amincissement comme une réconciliation de soi, ça se passe beaucoup mieux. Et si tu devais donner un conseil à la Laure qui a 20 ans ou 18 ans, qu'est-ce que tu lui donnerais ? Alors, si j'avais un conseil à lui donner, c'est de tout arrêter, mincir, tout ça, d'aller voir les coachs, etc. Et de commencer à se faire sa clarté, à ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle veut aller. Qu'elle se pardonne de ce qu'elle a pu vivre en se disant que quelque part, elle devait être responsable de quelque chose. Que ça soit 4 ans, 5 ans, 10 ans, 9 ans, 12 ans, 13 ans, 14, 18. J'étais SDF à 18 ans et obligatoirement, c'était de ma faute. Enfin, savoir se pardonner, c'est déjà une grosse étape de l'amincissement. En suivant, en fait, on peut réapprendre. Mais en même temps, je me dis qu'à 18 ans, on n'avait pas les connaissances qu'il y a maintenant. C'est pour ça que cette expérience, j'ai vraiment envie de la donner. Parce que ce retour d'expérience que j'ai, et grâce aux formations que j'ai faites, je suis coach, je suis conférencière, je suis formatrice, j'ai fait la formation d'éducation thérapeutique aux patients, et tout ça fait qu'aujourd'hui, je peux vraiment apporter des informations qui structurent l'idée et qui vraiment aident les personnes à être dans la bienveillance et la conciliation avec eux-mêmes. Il y a 20 ans, si j'avais pas eu ces connaissances-là, je pense que j'y arriverais pas. Et autant s'en servir pour que ça devienne une expérience pour les autres. Est-ce que tu as un exemple d'une personne en situation d'obésité que tu accompagnes ? Voilà, quelque chose qui t'a marqué dans son accompagnement C'est quoi, par exemple, la qualité, tu penses ? Aucune idée là, mais Sur quel thème ? sur la perte de poids, quelque chose Pévin. qui t'a marqué chez une personne que tu accompagnes. Alors, Tu vois, j'ai une obligation de confidentialité. ouais. Donc, je vais parler d'une généralité Oui. parce que je ne veux pas non plus que... On va pas citer de personnes voilà, en particulier. Ouais. exactement. Les personnes que j'accompagne, j'ai un contrat de confidentialité avec elles et l'idée n'est pas de raconter leur histoire. Mais j'ai une personne qui, au bout de... Donc, elle a fait un bypass. Elle a repris du poids après. Un bypass, c'est quoi ? Un bypass, c'est une opération chirurgicale où en fait on réduit l'estomac pour que la personne mange moins. Ok. Elle a des reflux gastriques, elle vomit si elle mange trop, elle ne peut plus manger. Tiens, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'estomac est le seul organe qui peut grandir jusqu'à 100 fois sa taille. Oh. C'est incroyable. Ouais. Ça fait qu'effectivement, lorsqu'on dit à quelqu'un qui est en situation d'obésité, mange moins. Mais oui, mais enfin son estomac, il est incroyable. Tu sais quelle est la taille d'un estomac ? Très bonne question. Voilà, tu prends ta main et vas-y, fais-le. Non, comme ça. Ouais. Voilà. D'accord. Ferme le poing. Ouais. Voilà, tu vois en épaisseur. Ok. Et ben ça, c'est la taille d'un estomac de base. D'accord ? Quand il Relativement mange, gros déjà. déjà. Donc maintenant, quand tu prends celui d'un enfant, il est beaucoup plus petit. Mais on lui fait manger comme ce qu'on a nous. Ça, c'est une des erreurs qui amène
à la prise de poids de l'enfant, c'est de faire manger l'enfant avec notre estomac, avec nos yeux. Par exemple, une frite, pour nous, d'accord, elle nous paraît pas très grande. Pour un enfant de 18 mois, c'est 40 centimètres, la frite. Et c'est plein de gras. Sauf que son foie est tellement tout petit qu'en fait, on lui abîme et on le prépare à l'obésité. Ça ne veut pas dire qu'il le sera, bien sûr. Je ne vais pas être dans l'urgence, mais c'est une des choses. Eh bien, notre estomac, avec sa taille comme ça, donc chacun peut le fermer et voir, quand on dîne, quand on déjeune, il peut augmenter naturellement de 3 à 4 fois sa taille. Donc, lorsqu'on a une assiette, ça correspond à 3-4 fois la taille de l'estomac. Quand on dit à une personne qui est en situation d'obésité, dont on a fait manger au-delà, parce qu'il faut qu'elle finisse son assiette, parce que oh, mais tu peux finir ça, il reste ça. On augmente son estomac. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va manger plus et elle va l'agrandir. Et bien, pour le diminuer, le bypass, c'est ça, c'est on coupe en fait une morceau de l'estomac pour qu'en fait, il puisse manger peu. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Le corps va aller, il porte quand même ses 40 kilos ou ses 20 ou 30 kilos, et il va du coup aller chercher l'énergie qu'il a besoin dans le gras qui est stocké. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, la personne qui n'a pas réglé sa bienveillance envers elle-même, qui ne sait pas poser des bonnes questions, qui ne sait pas réconcilier avec elle, va reprendre ses habitudes, puisqu'elle n'a pas fait cette réconciliation. Donc, son estomac va regrandir et il va y réavoir une prise de poids. Donc, cette prise de poids va revenir et au final, on se dit qu'on culpabilise et que c'est de notre faute. Alors que c'est juste que la paix n'a pas été faite dans le bon sens. On ne s'est pas réconcilié comme il faut. Ouais, donc c'est une technique de très courte durée, on va dire. Ça dépend. Pour des personnes, ça fonctionne très bien. Il y a des personnes je connais des personnes qui n'ont jamais repris de poids. Donc, je ne peux pas effectivement dire que ce n'est pas une bonne chose. Il y a 43, les chiffres sont clairs, il y a 43% de reprise de poids après une opération bariatrique. Voilà. Ok, l'opération bariatrique, c'est bypass, est-ce que tu disais? Non, il y en a différents. Il y a différentes techniques. Les médecins il y en a aux anneaux, il y en a à couper, il y en a, c'est des déviations. Voilà. Ok. Je ne suis pas médecin, donc à ce moment-là, autant faire venir un médecin. Ouais, c'est clair. Mais très clair. Ok. Là, c'était intéressant ce que tu disais à l'instant. Tu parlais des parents. Peut-être qu'on pourrait aborder ce thème aussi. Donc la parentalité, sur la prévention de prise de poids de leurs bébés, de leurs enfants. Donc il y a une première chose, c'est la quantité de nourriture qu'ils vont avaler. Est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte? Attention, est-ce que tu aurais un conseil pour les parents? Alors effectivement, une des choses qui m'est le plus important, et je choque souvent quand je dis ça, mais l'idée c'est ça, c'est de choquer pour faire comprendre. Le parent est le premier dealer de son enfant. Alors, on me dit quoi? Oui, malheureusement, les grands-parents et les parents sont les premiers dealers de leurs enfants. Pourquoi? Le sucre donc le sucre, ce sont dans les gâteaux, dans les bonbons, dans les boissons. Le sucre a un effet dans le cerveau qui est aussi grand que une dose de drogue. Et au final, lorsqu'on donne un bonbon à un enfant en lui disant « si tu es sage, tu auras un bonbon », on le prépare parce qu'il n'a pas de conscience, l'enfant. Donc l'enfant n'a pas de conscience, ça fait qu'il va prendre les choses telles quelles. Mais il va l'enregistrer parce qu'il n'a pas de conscience, mais il a une très grande intelligence. Pourquoi? Parce que ses neurones et ses synapses sont très proches et au final, il apprend très vite. Et on est subjugué par la connaissance de nos enfants si petits. Ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et on les voit bien parler, réagir comme nous. C'est du mimétisme. Il n'y a pas de conscientisation là-dedans. Et lorsqu'en fait, on va lui dire « si tu es sage, tu auras un bonbon », son enregistrement neuronal va être « le sucre, c'est mon plaisir ». Et comme en fait, ça va lui faire l'effet d'une dose de drogue, le plaisir va être tellement intense que ça, il le garde à vie. Ok. Donc, une chose à pas faire, c'est de dire ça. Une chose à ne surtout pas faire, c'est de mettre le bonbon. En fait, un enfant n'a pas besoin de bonbons avant l'âge de 10 ans. En fait, le mieux,
le mieux pour protéger son enfant, j'aurai quelque chose si je fais, c'est de justement ne pas lui proposer. Par contre, ce que l'on peut faire pour éviter tu as un bonbon si tu es sage, ce qu'on peut lui dire, c'est important pour moi que tu ne cries pas ou que tu sois patient parce que je vais devoir aller chez le médecin ou je vais devoir faire des papiers et je sais que pour toi, c'est pas facile. Si tu veux, on prend un jouet, on évite les tablettes et pour les enfants, encore une fois, le bleu des écrans n'est pas bon et pareil pour leur cerveau, c'est pas une bonne chose. Mais on va prendre un dessin, on va prendre un jouet et tu vas t'amuser. Et après, on pourra aller jouer ensemble, on va faire des coloriages et on va jouer. Là, l'enfant comprend, il sait où il va, il sait pourquoi c'est important et il sait que le parent n'a pas le choix. Parce que des fois, on n'a pas le choix, on doit aller faire des courses, c'est le moment, on ne peut pas le faire le reste de la journée parce qu'on travaille. Mais dire à l'enfant, écoute, on va aller acheter ça, tu vas m'aider. À ce moment-là, lui donner une mission avec nous va être beaucoup plus agréable que de lui dire, tu auras un bonbon. Parce qu'après, en fait, il va faire du chantage. Et l'enfant va comprendre que si il veut sa dose de drogue, s'il veut sa dose de sucre, il va au final faire en sorte de l'avoir. Ok. Et ça va l'amener à ça. Est-ce que tu veux qu'on revienne un peu sur toi, sur ton vécu? Oui, allons-y. Quelque chose que tu n'as pas encore partagé là dans cette interview, que tu penses pourrait apporter aux autres? Peut-être la première chose qui te vient en tête, un moment ou un sentiment que tu as eu En fait, personnel. s'il y a une chose qu'aujourd'hui, en fait, je comprends sur tout ce que j'ai pu étudier du poids, je suis à peu près à 1200 heures de coaching à ce jour. Euh, et bien sûr, tout le monde n'est pas moi. Enfin, à un moment donné, on est tous différents, on a tous des vies différentes. Et alors, ta question était sur moi en particulier. Ce qui est sûr, c'est que notre corps vit, il bouge. Et de croire que tout est acquis, c'est faux. Par contre, d'être attentionné à soi, c'est l'une des choses les plus importantes. Si je dois vraiment parler de moi, ce qui fait la différence entre celle d'avant, c'est que avant, je vivais dans un corps, maintenant je vis avec mon corps. C'est vrai que j'ai remarqué que finalement, ma prise de poids, c'est aussi tout ce que j'ai pu vivre avec les autres. C'est aussi, les autres m'ont impacté. Et ça, on ne le prend pas souvent en compte. On croit qu'au final, on peut tout prendre. J'avais une tendance, et je l'ai toujours, à être très gentille, très empathique, parce que j'avais envie d'être aimée, d'être appréciée, et qu'effectivement, mes formes et mes rondeurs n'avaient pas lieu d'être un frein, parce que c'est très joli, une femme qui a des rondeurs. Le principal, c'est d'être en équilibre avec soi et en bonne santé. C'est ça le principal dans la vie, hein, c'est d'être en bonne santé. Donc, mais pas au point de m'oublier. Et ça, j'ai arrêté. C'est qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui est juste pour moi?